Ce château abrita Renaud de Châtillon, un croisé sanguinaire et de peu de scrupules qui attaquait marchands et pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Et c'est Saladin, un grand chef musulman, qui mit bon ordre à tout cela après plusieurs sièges du château. Il en profita même pour faire la reconquête de Jérusalem. Voici donc résumé en quelques mots l'histoire des croisades. Aujourd'hui est un grand jour, c'est l'aboutissement d'une longue attente. 30 ans pour être précis que j'attendais ce moment. Voir Pétra, la cité perdue. Un saut de 2500 ans dans le passé, puisque c'est dès le 6e siècle avant Jésus-Christ que les Nabatéens s'installèrent dans cette région montagneuse afin de créer et de faire prospérer cette cité légendaire, se servant de sa position privilégiée sur la route des caravanes pour prélever des taxes sur les marchandises transportées lorsqu'elles traversaient leur territoire. La domination de Pétra sur la région dura plus d'un millénaire, même si les Nabatéens durent céder leur royaume aux Romains au début de notre ère. Vint ensuite l'époque byzantine, durant 5 siècles, suivie d'une petite période de domination arabe. Puis Pétra tomba dans l'oubli jusqu'au début du XIXe siècle, où un explorateur allemand, Jean-Louis Burckhardt, redécouvre le site. C'est la beauté naturelle du site et son architecture faite de centaines de tombeaux taillés directement dans la roche qui font de Pétra la 8e merveille du monde. Depuis 1985, Pétra est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour pénétrer au cœur de la cité, il faut emprunter une gorge de plus d'1 kilomètre de long, appelée Siq. Ce boyau étroit, taillé naturellement dans la roche, ne mesure à certains endroits que 3 à 4 mètres de large, alors que ses falaises abruptes s'élèvent à plus de 80 mètres de hauteur. L'eau nécessaire aux activités humaines était essentiellement assurée par un judicieux système de captation, de stockage et d'acheminement de la seule eau que l'on récupérait durant la période des pluies. Elle pouvait être violente puisque l'on suppose que c'est le Wadi Moussa, un ruisseau aujourd'hui détourné, qui lors de ses crues gigantesques aurait creusé le Siq. Une de ses dernières crues en 1963 avant son détournement a d'ailleurs fait de nombreuses victimes.
Les 1200 mètres du cycle parcourus, on débouche sur le plus connu des temples tombeaux directement taillés dans le roc, le Trésor. Haut lieu touristique de la Cité perdue, sa façade mesure 40 mètres de haut pour 28 de large. L'intérieur très sommaire est composé d'une grande salle et de 3 petites pièces attenantes. Il serait le tombeau du roi nabatéen, Arétas, mort en l'an 40 de notre ère. C'est en ces lieux mêmes qu'Harrison Ford, alias Indiana Jones, poursuivit sa conquête du Graal. Le franchissement d'un nouveau cycle, dont les falaises sont presque entièrement taillées de tombes, nous mènera au cœur de Petra, le centre de vie des Nabatéens. C'est dans cet endroit élargi, où les falaises s'écartent les unes des autres, que s'organisait la vie sociétale des habitants. On y trouvait thermes, marchés, théâtres, sanctuaires, etc. On y vivait essentiellement d'élevage et d'agriculture. Des pressoirs taillés dans le rocher laissent à penser que l'on y cultivait probablement de la vigne. Vieux de 2000 ans, ce théâtre antique est adossé à la montagne avec ses gradins taillés directement dans la falaise. Il pouvait accueillir 7000 spectateurs. À l'est de la cité, les tombeaux royaux, toute une succession de tombeaux avec des frontons aux dimensions spectaculaires.
Redécouvert en 1990 et en cours de restauration, une église byzantine avec comme principal attrait son pavement fait de mosaïques. Après l'époque byzantine, l'époque romaine avec les ruines d'une ville romaine ravagée au VIe siècle par un tremblement de terre. On pouvait, si l'on voulait. Une petite heure d'ascension par un chemin fortement accidenté fait de rochers et de marches pour atteindre le Der, un monument perché très haut dans la montagne. Pour l'ascension, on peut louer les services d'un mulet. Folklorique certes, mais ça enlève quand même pas mal de relief à l'exploit. Une heure d'ascension sous 40 degrés, le monastère vous paraît bien plus beau quand on l'atteint. Et si tout au long du chemin, on peut bénéficier d'une vue privilégiée sur les failles de la montagne qui donnent de merveilleux panoramas, il est important aussi de regarder les sols et les parois, dont les couleurs irisées sont du plus bel effet. Épuisé mais content, on découvre enfin ce joyau tant espéré, le monastère. Sa façade magistralement sculptée dans le grès jaune est colossale, 45 mètres de haut pour 47 de large. Elle rappelle celle du trésor. Entourant le monastère, un panorama prodigieux fait de pitons rocheux façonnés par des centaines de milliers d'années d'érosion. Tout à fait inattendu dans cet endroit, un spectacle improvisé au sommet du fronton du Der. Âme sensible, s'abstenir. Ah, il va prendre son élan, il va y aller là. Ouais. Salut d'un des protagonistes de cette acrobatie. Un dernier regard au monastère et c'est le retour vers la vallée.
Le souffle moins court qu'à la montée, les muscles relâchés, on apprécie d'autant mieux le paysage, mais surtout les couleurs de la roche, qui donnent l'illusion d'être habillé de draperies moirées.